Michel qui va nous parler de la structure de son entreprise, une structure assez particulière comme vous pouvez le voir. Alors Michel, pourriez-vous nous parler donc de cette structure ? Bien, donc là vous avez une fractale de Mandelbrot qui caractérise l'entreprise. Tous les petits ronds rouges, ce sont les salariés d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils sont en situation d'être en contact avec l'environnement extérieur de l'entreprise. C'est une EDI, donc il y a à peu près 3000 personnes. Et vous trouvez ces personnes en situation de rond rouge, donc qui sont des entrepreneurs, qui sont regroupés au sein de petites équipes bleues. Nous avons 200 équipes bleues, c'est-à-dire qui sont des entreprises, des intra-entrepreneurs au sein de groupes dans lesquels ils développent une stratégie personnelle d'entreprise. Non plus une stratégie individuelle quand ils sont entrepreneurs, mais une stratégie collective d'intra-entrepreneurs sur ces petits cercles bleus. Lesquels cercles bleus sont rassemblés par environ 15 en cercles verts qui sont des cercles dans lesquels ces entreprises se regroupent pour essayer de travailler en coopération entre elles ou sur une région, sur le métier principal de l'entreprise à 90% qui est dans l'efficacité énergétique, tout ce qui permet d'économiser de l'énergie, ou bien sur des métiers différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent dans l'aéronautique, dans la chaudronnerie, sur les bateaux, pour faire de la serrurerie, pour travailler dans le pétrole, etc., et qui sont là regroupés également dans un cercle vert, ou un troisième pôle qui est le pôle numérique, qui permet effectivement de construire des logiciels, de l'infrastructure numérique, de la formation, etc. Et l'ensemble de l'entreprise qui se retrouve sous un manager de groupe avec un conseil de surveillance qui est un petit peu, si vous voulez, la Cour suprême comme aux États-Unis, ou le Conseil constitutionnel de Jean-Louis Debré, qui est là pour surveiller que le système organisationnel est bien celui-ci. Voilà pour la fonction de l'entreprise, le système de l'entreprise. Alors, bien sûr, on peut aller voir tout de suite ce qu'est un entrepreneur qui, lui, est en contact avec son environnement extérieur, en situation totalement de maîtriser son objectif. Il, bien sûr, va cultiver sa singularité pour être en accord avec son client, tout en sachant que ce qu'on demande à cette personne, c'est non pas d'être dans la problématique du client roi, mais dans la problématique d'apporter sa propre personnalité au client. On sait très bien que nous, on part du principe qu'un client est ravi quand il a ce qu'il veut plus quelque chose. Et ce quelque chose est apporté effectivement par ce chargé de client, qui naturellement se vit dans cette situation de liberté. Je pense que c'est l'élément le plus crucial pour un individu, c'est de se retrouver dans cette situation de création, de savoir-être, et à partir de ce moment-là, de pouvoir être en situation d'innovation par rapport à l'environnement extérieur, que ce soit produit, process, usage, esthétique, mais également en situation d'accepter les règles. Quand les règles hiérarchiques sont imposées, là vous êtes dans la transgression, donc chez nous on évite ce genre de règles, mais on développe de la règle argumentée, c'est-à-dire une sensibilité éducative qui vous permet de les accepter, ou bien, plus généralement, de co-construire la règle, de participer à la règle qui va être la règle du groupe, puisque ces entrepreneurs se retrouvent dans une situation d'intra-entrepreneur avec un manager qui va avoir un rôle d'orchestration. Alors on pourra peut-être revenir sur ce rôle du manager
qui est à la fois un éducateur s'il y a des normes et des règles, ou des lois, et en même temps un catalyseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va au contraire développer non pas de la norme, ou expliquer la norme, mais quelqu'un qui va développer de l'exemplarité, c'est-à-dire favoriser la viralité de l'exemple des uns aux autres. Donc c'est un passeur, c'est un facilitateur, c'est un coordinateur, c'est un médiateur, c'est un accoucheur, un libérateur du pouvoir de création de chacun des salariés. Et donc son rôle, c'est de favoriser l'expression des expériences singulières, qu'elles soient positives ou négatives. Si elles sont négatives, les autres automatiquement n'iront pas dans cette direction. Si elles sont positives, les autres se les approprieront. D'amplifier l'expression des minoritaires, d'intensifier la communication au sens où mon prédécesseur vous l'a dit, c'est-à-dire en réalité de faire de la conversation et de faire du voyage, c'est-à-dire d'aller éventuellement apprendre des autres, et bien entendu de construire de la norme, c'est-à-dire que son rôle c'est d'essayer de favoriser un consensus au sein d'une équipe. Parce que pour aller plus loin, on a besoin, si vous voulez, de ce sentiment consensuel. Ce sentiment consensuel se construit à travers, non pas l'argument d'autorité du manager qui dit c'est moi le chef, mais l'autorité des arguments entre les intra-entrepreneurs. Cette autorité des arguments permet très souvent, si vous voulez, d'arriver au sein d'une petite équipe de 15 personnes, car là nous sommes aux alentours de 15, à travers il y a 200 entreprises de 15 personnes. Et ils arrivent comme ça à trouver un consensus pour l'ensemble. Mais quelquefois, et vous avez peut-être remarqué dans des groupes, une cristallisation des arguments des uns par rapport aux autres. Et donc à un moment, quelquefois, il y a blocage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité consensuelle parce que les uns ne pensent pas que les arguments des autres sont valables. Alors, à ce sujet, naturellement, moi j'ai été, pour des tas de raisons, tout à l'heure vous disiez des chemins un peu bizarres et paradoxaux, j'ai été président de l'Europe Tibet, et donc en contact avec le Dalai Lama sur les pentes de l'Himalaya, là-bas en Inde. Et il m'a expliqué que quand on veut sortir d'une cristallisation des points de vue à l'intérieur d'un groupe, il faut faire venir quelqu'un d'extérieur qui apporte une dimension supplémentaire. Donc un conseil extérieur qui va dire voilà, ça se passe comme ça en Allemagne, ça se passe comme ça aux États-Unis, ça se passe comme ça ailleurs. Et à partir de ce moment-là, le groupe sort de sa cristallisation, de son point de vue, pour à nouveau rechercher une argumentation qui va pour l'ensemble. Et il y a une autre solution, si vous voulez, en général, c'est par un changement d'échelle de temps. C'est-à-dire que les gens sont dans un certain objectif, si vous leur donnez une vision plus longue, plus large, plus grande, à partir de ce moment-là, ils changent souvent leur point de vue, puisque nous ne sommes pas forcément... Le temps n'est pas le même, et donc à partir de ce moment-là, ils se décrispent dans leur propre façon de voir les choses. Voilà. Et bien entendu, le rôle de ce manager, c'est d'être au service de son équipe, et non pas l'inverse, ce qui est le propre de ce type de management. Alors j'ai tendance à dire, on reconnaît un manager de cette manière-là, à travers le type qui est chef d'orchestre et celui qui est chef de bande. L'un est dans la compétition, l'autre dans la coopération. L'un divise, l'autre rassemble. L'un est dans le jeu, il est très égotique. L'autre est dans le jeu. L'un est à la recherche du résultat, l'autre est dans une logique effectuelle, c'est-à-dire, et ce qui l'intéresse, c'est le chemin, c'est la marche en marchant, le processus. L'un est dans la défense de ce quand on lui dit quelque chose, et l'autre est dans l'écoute, c'est-à-dire qu'il prend en compte avant ce qu'on lui dit, avant même de se défendre.
L'un est dans la communication au sens descendant, c'est-à-dire il essaye de persuader, l'autre est dans la conversation, comme vous étiez tout à l'heure. Voilà, etc., etc. Tout ça pour vous dire que pourquoi est-ce qu'on est dans cette organisation dans laquelle, bien sûr, on a la recherche du consensus, de la décision collective, de la recherche de coopération. Je ne peux pas m'empêcher de mettre ça parce que c'est tellement contraire à notre école, si vous voulez, pour faire prendre conscience aux gens qu'ils sont dans un monde dans lequel tout le monde a des capacités de ne pas être stupide. Tout ça dépend sur quoi on est. Et donc on s'aperçoit, si vous voulez, dans ce type d'organisation, que les gens vont cultiver leur singularité. Et cette singularité va être cultivée par le fait qu'ils sont en contact avec un environnement extérieur qui n'est pas le même que l'autre. Les uns sont avec certains clients, d'autres sont avec d'autres clients, d'autres ils vont chercher, ils sont aussi en contact avec les fournisseurs directement, et donc cet univers-là leur donne, si vous voulez, une très grande diversité, et c'est cette diversité qui fait que le groupe est en situation de respect. En situation de respect. Alors attention, nous ne sommes pas là dans parce qu'il m'est arrivé dans un certain nombre de conférences que les gens me disent oui mais attendez, ça ressemble au système maoïste, ça c'est tout le monde est sous la pression du groupe. Oui, c'est le cas dans une secte où on cherche à ce que le point de vue soit le même pour tous. Ici, c'est complètement différent. Ce qu'on recherche, c'est au contraire des gens qui sont très singuliers. On ne recherche pas des gens qui se ressemblent, on cherche des gens qui sont complémentaires. Et donc, ce qui intéresse le manager, c'est de développer la personnalité des gens en contact avec l'environnement extérieur. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les intra-entrepreneurs qui poussent les managers. Vous voyez, le mouvement est de haut en bas, et la qualité charismatique du manager dépend essentiellement de la force même de son équipe. Et alors justement, quand on voit une telle structure, on se pose la question de se dire, est-ce que vous parliez tout à l'heure je parlais tout à l'heure d'ailleurs, mais c'était pendant notre conversation avant que les gens puissent l'écouter, de bonheur des employés. Alors justement, en quoi est-ce que ce système va-t-il contribuer au bonheur de vos employés? Alors il y a peut-être on peut très rapidement dire, il y a trois changements, si vous voulez, trois changements majeurs. Il y a un changement aujourd'hui dans les organisations. Et naturellement, vous disiez, vous êtes des gens qui êtes aussi. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure qu'on était dans le ciel, qu'on était la tête dans les étoiles. Moi, je ne suis pas la tête dans les étoiles, mais je suis à la recherche du passé. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'ethnologie pour m'apercevoir, si vous voulez, que dans les civilisations du néolithique, le groupe était dans l'holisme, c'est-à-dire que essentiellement dans la vision du tout, et tout ce qui se passait était magique, au point que la hiérarchie consistait à nommer une personne qui était sacrée au sens de en contact avec les esprits de la nature pour être sacrifiée. Un peu comme si ici, je ne sais pas moi, on nommait quelqu'un pompier et qui serait le premier, s'il y avait le feu à côté, pour aller se faire griller, pour nous épargner à nous, si vous voulez, de griller nous-mêmes. Voilà. Donc le sacré était dans un sens montant, d'ordre. Bon. Et à partir de l'Antiquité, dès qu'on a découvert l'écriture, on a pris conscience de la notion de temps, et on a pris la notion non plus de acausalité, qui était le cas du néolithique, mais d'une causalité linéaire. Et on a commencé à penser qu'il y avait une cause qui produisait une conséquence, etc. Et donc c'est tout le problème de la logique et de la science déductive qui s'est développé en même temps d'ailleurs que tout ce qui était mystérieux était théiste, dans une certaine polydéisme dans un premier temps, et ensuite des civilisations monothéistes, puisque tout venait, si vous voulez, de ce qui était mystérieux au sein de la nature.
Et à partir de ce moment-là, on a vu développer, bien sûr, le géocentrisme. Ensuite, un petit peu plus tard, quand même, Copernic a fait passer à dire il y a de l'héliocentrisme. Et ce n'est qu'au XXe siècle, à partir de 1915, quand Einstein fait le livre sur la relativité générale, où il démontre qu'il n'y a pas de centralité dans le cosmos, et où, dans le même temps, Planck démontre que dans la mécanique quantique, il n'y a pas non plus de centralité. C'est-à-dire qu'on est dans une causalité boucle, on n'est plus dans une causalité linéaire. Et ce n'est que vers la fin de ce siècle, du siècle dernier, excusez-moi, que les neurologues ont pris conscience qu'il n'y avait pas non plus de centralité dans le cerveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un chef qui commandait, mais qu'il y avait une interaction entre le système nerveux, le système sanguin, le système neuronal, etc., etc. Et ce n'est qu'en 2008 que les banquiers ont découvert qu'il y avait, si vous voulez, une systémique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de centre, et qu'il suffisait qu'une banque soit en difficulté pour que, à partir de ce moment-là, toute l'histoire change. Nous sommes rentrés en macroéconomie sur une dimension systémique, qui est liée, bien sûr, à l'utilisation en particulier de l'information, qui fait que cette information est immédiatement répercutée à l'autre bout de la Terre. Et donc, en macroéconomie, tout le monde aujourd'hui s'accorde, et pas seulement les banquiers maintenant, et tout le monde s'accorde, y compris les économistes, bien sûr, à cette dimension systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de centralité. Cette centralité, on la trouve encore dans les sciences sociales. Moi, je suis administrateur de la Maison des sciences de l'homme et de la Fondation Fernand Braudel, et je remarque que autant dans le monde des sciences dures, la notion de systémique est tout à fait valable, autant dans les sciences molles, on a encore de temps en temps le sentiment qu'une idéologie pourrait être à l'origine de la transformation du monde, etc. Et alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'en microéconomie, et là, à la fois dans les écoles, il y a encore la centralité du prof, et dans les entreprises, la centralité du chef, du dirigeant. Hein, on n'est pas... et c'est là que le changement doit avoir lieu. La deuxième chose qui est importante, si vous voulez, c'est effectivement dans l'économie. Moi, au départ, c'est pas l'humain qui me préoccupe. Moi, c'est effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'était plutôt la dimension économique. Et dans l'économie, là, je suis très brodélien, hein, vous avez peut-être remarqué, il y a une économie qu'on avait au néolithique d'ailleurs, et qui était dans les tribus iroquois, par exemple, hein, qu'on retrouve chez les Papous aussi, c'est l'économie de l'échange non marchand. Bon, on le trouve aussi dans les ménages, hein, vous faites la cuisine et moi je fais la vaisselle, bon, encore que de mon temps, si vous voulez, c'est la femme fait tout et moi je fais rien, mais bon, ça change, hein, et donc il y a une économie du don, et dans nos entreprises, c'est là l'intérêt de l'intra-entrepreneuriat, c'est que dans l'intra-entrepreneuriat, nous avons un salarié, quand il respecte ses collègues, qui dit à l'autre au téléphone, dis donc, tu pourrais pas me prendre un robinet en même temps que tu es chez le fournisseur pour autre chose? Et vous avez ces économies de dons qui naturellement diminuent considérablement le prix de revient, puisque ces dons et contre-dons se font sans échange économique, et vous le vendez à l'extérieur. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques de la bonne productivité, c'est la capacité d'un groupe de s'échanger des choses, si vous voulez, dans un mode non marchand. Ensuite, bien sûr, vous avez l'économie. Brodel dit l'économie de marché. Lui, il parle au Moyen-Âge, par exemple, des foires de Champagne, où les agriculteurs venaient aux halles, on a encore ces halles un peu partout dans le monde, où chacun vient apporter ses légumes, ses fruits, etc. Et où, naturellement, le prix est le prix, en général, de revient, plus un petit quelque chose, en compétition avec le voisin d'à côté, l'agriculteur d'à côté, le petit boutiquier, le petit marchand, si vous voulez, qui vend ses produits les uns par rapport aux autres. Cette économie d'échange équilibré se fait dans une compétition transparente. Le seul changement que nous avons aujourd'hui, c'est que cette compétition transparente se fait à l'échelle mondiale.
Vous avez aujourd'hui la possibilité de regarder le prix qui est fait sur tel ou tel produit en Chine par rapport à celui qui est fait au Brésil, par rapport à celui qui est fait ici en France, etc. Et vous avez la possibilité de l'acheter sur Amazon, de l'acheter sur venteprivé.com ou je ne sais quoi, etc. Et donc vous avez une capacité de compétition transparente aujourd'hui qui n'est plus à l'échelle du petit marché des foires de champagne, qui n'est plus à l'échelle même d'un pays comme la France, mais qui est à l'échelle du monde. Et ça, c'est le grand changement. Le troisième temps de l'économie, disait Brodel, c'est l'économie capitalistique. C'est-à-dire, c'était cette économie monde qui se passait à Venise, qui s'ensuite passait à Bruges, ensuite à Gênes, ensuite à Amsterdam, ensuite à Londres, ensuite à New York, et qui était, si vous voulez, l'échange dans lequel, là, vous êtes en situation de pouvoir faire le prix que vous voulez. Parce que de toute façon, quand vous rapportiez des épices du bout du monde et que vous étiez le seul à mettre ces épices sur le marché, vous pouviez les vendre, même si le prix des bateaux pour aller les chercher était très 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 impuissant, vous aviez la possibilité de les vendre 2 fois plus cher que ce que ça vous revenait. Et nous avons dans cette économie, bien sûr, la capacité, c'est ce que fait tout monopole, au point que les États-Unis, quand il y a eu le monopole de la téléphonie, a fait des lois antitrust, pour éviter justement cette économie capitalistique inégalitaire. Nous avons des cartels, quand nous sommes 3 sur la téléphonie, on peut peut-être s'entendre, on pourrait mettre le prix qu'on veut, on pourrait peut-être monter les prix de 10%, et puis vous avez aussi les privilèges, demandez à des gens qui sont oligarques à côté de Poutine, ils ont quand même quelques satisfactions, si vous voulez, pour faire de l'économie inégalitaire. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cette économie capitalistique, elle va petit à petit s'amoindrir. Or, bien sûr, nous avons encore Google qui a la possibilité de définir éventuellement son propre prix, si vous voulez, sur le marché, mais de moins en moins, nous allons avoir des situations monopolistiques, de moins en moins des situations de cartel, de moins en moins des situations de privilèges, parce que l'information, là encore, est disponible pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que la seule façon d'être plus efficace sur le marché, c'est de développer l'économie selon Moss, c'est-à-dire l'économie du don. C'est ce qui se passe dans les logiciels libres, par exemple. Chez Linux, c'est des gens qui apportent à l'autre des choses complètement... Et donc là, c'est des communautés presque pré-modernes, si vous voulez. Le post-moderne côtoie le pré-moderne, et on retrouve, si vous voulez, ce qu'on trouvait chez les Iroquois. Pour prendre le cas de ce peuple néolithique extrêmement puissant, et qui était de l'échange non marchand. Et on s'aperçoit, mais cet échange non marchand ne se passe que si les gens se respectent, que si les gens s'aiment. Et là, on passe à l'autre évolution qu'on a, si vous voulez, c'est que on a une évolution du bonheur, que l'on a... Je signale d'abord que le mot « heure » venait en vieux français de « croître ». C'est la bonne croissance. Ce qui fait dire d'ailleurs dans des études américaines, quand on vous demande quelle est la période de votre vie dans laquelle vous avez eu le plus de bonheur, la grande majorité des gens, à plus de 80%, répondent l'enfance. Parce que là, vous étiez dans la croissance de votre taille, la croissance de votre poids, la croissance de vos connaissances. La deuxième partie, pour ceux qui seraient à peu près de mon âge, c'est entre 60 et 75 ans. Bon, là, parce que la croissance est relative, à la différence de la jeunesse. Mais bon, le problème d'avoir, c'est bien sûr d'avoir, y compris d'avoir plus en termes de bien-être, c'est-à-dire plus de salaire. Chacun peut demander ça. Et on a eu les 30 Glorieuses qui nous ont effectivement donné le sentiment, et tout à l'heure on nous disait, oui, ça, on est arrêté maintenant, on est dans la crise, il n'y a plus la croissance, mais le problème n'est pas là. Cette croissance par rapport à l'environnement, elle s'est fortifiée à partir du XVIIIe siècle, après les physiocrates. Juste après les physiocrates, on a commencé à penser qu'on avait du charbon, qu'on avait du pétrole, qu'on avait éventuellement de l'uranium, et qu'on pouvait, qu'on n'avait plus besoin de la nature. Et donc,
Le lien à l'environnement, à l'écologie, c'est complètement détruit. À partir du XXe siècle, le lien à l'autre s'est détruit. Et donc on pouvait vivre avec ce sentiment qu'on était avec les autres à travers la télévision, à travers le téléphone, à travers la radio. Et puis aujourd'hui, il y a dans toute la jeunesse aussi la possibilité de se couper de son histoire, c'est-à-dire de vivre dans l'imprévu en permanence, d'être avec des SMS, avec les collègues, etc., et d'échanger sans avoir de fil rouge entre son enfance et sa vie. Et bien sûr, ce qui est en train de se passer, c'est un effet balancier, c'est-à-dire qu'après avoir coupé avec l'environnement, avec les autres, avec soi-même, on est en train de revenir, et moi je le vois dans ces entreprises dans lesquelles nous, on valorise, si vous voulez, le bonheur de vivre par l'être dans le temps, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une reconnaissance de soi par soi, à travers la prise de risque, le dépassement de soi. Je ne crois pas beaucoup à la compétition, je crois beaucoup plus à la prise de risque, c'est-à-dire au pouvoir de création. Et c'est là où le manager peut être un accompagnateur pour ceux qui sont les plus réfrénés à cet esprit d'entreprendre. Parce qu'ils ont peur, souvent, ceux qui n'entreprennent pas, c'est qu'ils ont peur de faire des erreurs. Parce qu'on apprend de ces erreurs, on apprend des erreurs des autres aussi. Et à partir de ce moment-là, on a une capacité de prendre des risques et de se dépasser et d'avoir une existence au-delà de soi-même. Ça, c'est pour le bonheur de vivre. Ce bonheur de vivre, aujourd'hui, c'est quelque chose de très fort qui est beaucoup demandé par les gens dans nos entreprises. Ils veulent aujourd'hui être dans ce sentiment de faire quelque chose de nouveau qui dépasse leur existence telle qu'elles étaient avant, ce principe de Nietzsche, c'est-à-dire l'existence au-delà de l'existant. Et la troisième dimension qu'on retrouve aussi, qui est très intéressante et qui n'est pas celle de l'auto-entrepreneur, mais qui est celle du bonheur d'aimer, c'est-à-dire d'avoir une reconnaissance des autres. Et à travers la reconnaissance des autres, bien sûr, quand on était jeune, c'était la reconnaissance de son père, la recherche de la conformité avec le modèle, si je puis dire, mais en réalité, ce que les gens recherchent, c'est la recherche de leur singularité, c'est-à-dire ce qui fait que les autres viennent vers vous, parce que justement, vous allez leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas. Donc le don et le contre-don, c'est le fameux théorie du don et du contre-don, et la possibilité de faire une coopération, c'est-à-dire une œuvre en commun, un opus en commun. Et donc ils ont des stratégies de groupe, si vous voulez, ces deux entreprises ont des stratégies qui leur sont personnelles. La question que vous pourriez me dire, mais alors la stratégie globale de l'entreprise, elle doit aller dans tous les sens. Oui, comme un arbre. Comme un arbre qui pousse dans tous les sens, n'empêche qu'au bout du bout, il y a un chêne ou il y a un sapin, et là, il y a des gens qui travaillent éventuellement dans l'efficacité énergétique, y compris ceux qui sont dans la partie numérique, ils travaillent, si vous voulez, pour l'intérêt de cette efficacité énergétique. Voilà. Donc à partir du moment où les gens ont ce bonheur, alors bien sûr je mettais une phrase de Pascal parce qu'elle est extrêmement importante. Tout homme cherche à être heureux. Tous les hommes recherchent d'être heureux. La volonté ne fait jamais que la moindre démarche vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Je vous raconte ça parce que j'ai une jeune femme, là j'ai mis des discours sur les forums. Il y a un jeune qui était dans une de nos agences et qui s'est suicidé parce qu'il divorçait. Un dimanche, il s'est tiré une balle dans la tête. Et voilà ce qui se dit dans un groupe quand ils sont un intra-entrepreneur. Voilà une des femmes qui participait au groupe. À toi, frère. La colère m'habite, moins vive qu'au premier jour. Je suis en colère contre toi pour nous avoir imposé ta décision irréversible qui n'a donné aucune chance à personne de te tendre la main, t'offrir une écoute ou un soutien. En colère contre moi pour ne pas avoir osé faire le premier pas quand je percevais ta souffrance, et surtout en colère envers tout ce qui t'a pu te faire souffrir au point de prendre cette décision. Aujourd'hui,
Mes pensées vont vers tes enfants qui ont perdu le plus précieux des trésors, un papa et ta famille. Tu étais apprécié de tous et resteras jamais dans nos pensées. Au revoir, Fred. Je peux vous assurer comme ça un suicide qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça perturbe l'ensemble du groupe, mais en même temps, ça lui donne une force considérable. Et le don et le contre-don augmentent naturellement, si vous voulez, à partir du moment où les gens ont ce sentiment de travailler en groupe et non plus pour un chef. Merci beaucoup pour cette intervention absolument passionnante avec tout.